Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Blanchiment d'argent et confiscation. Blanchiment de capitaux et crise économique et financière. Michael Dantine. Le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent. La rapide et délicate évolution d'un système en voie d'amélioration. Jean-Luc Bacher. L'échange d'informations entre les autorités administratives et judiciaires actives dans la lutte contre le blanchiment d'argent, entre collaboration et obstruction. Marc Rémy. Système formalisé et non formalisé de transfert de fonds, la question de la trace documentaire. Hamza Shraïti. L'argent n'a-t-il vraiment pas d'odeur en matière fiscale? Daniel Stoll. Lecture sur la loi numéro 4305 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ali Ram. Blanchiment de capitaux et crise économique et financière. Michael Dantine. Professeur de criminologie, École liégeoise de criminologie, Université de Liège, Belgique. Les liens entre criminalité et situation économique, les deux concepts devant être ici interprétés dans leur acception la plus large, ont de tout temps formé un objet d'étude cher aux criminologues. Von Mehr, par le parallèle qu'il traça entre les fluctuations du prix du grain et celles du nombre de vols commis en Bavière entre 1833 et 1861 ou Exner, via sa démonstration d'une corrélation entre le nombre de personnes sans emploi et le nombre de vols en Allemagne entre 1926 et 1938, ne sont que deux exemples de cet intérêt quasi-historique. Dans le même ordre d'idées, le 11e colloque de criminologie du Conseil de l'Europe, qui se tint à Strasbourg en 1994, fut consacré au thème crime et économie, avant que d'autres études ne fournissent des analyses plus approfondies de ce lien. Les relations susceptibles d'unir plus spécifiquement situation économique et criminalité économique ont elles aussi été l'objet d'attentions criminologiques nombreuses. Kellens, en 1974, étudia ainsi les liens entre cycle économique et banqueroute frauduleuse. Alors que Simpson, dans une célèbre étude des violations des lois antitrust commises par 52 entreprises US, mit en évidence le fait que la situation économique générale et ou industrielle engendrait un impact plus fort sur les comportements transgressifs des dites entreprises que leur situation financière intrinsèque. Et ce ne sont évidemment là que quelques exemples choisis. S'intéresser aux liens potentiels entre blanchiment de capitaux et crise économique et financière s'inscrit dès lors dans le prolongement quasi naturel de ces travaux. Mais ceci dépasse la simple filiation historique, tant une absence d'interrelation semble inimaginable dès lors que l'on considère que l'économie, à la fois au sens macro et microéconomique, est au cœur du blanchiment comme motivation, comme théâtre et comme objet de répercussion. Alors que cette contribution est rédigée au plus fort du deuxième krach de l'histoire économique, comment ne pas prendre en compte ce facteur contextuel majeur dans l'étude du blanchiment de capitaux? 1. Évocation publique récente. L'évidence apparente du lien entre blanchiment de capitaux et crise économique et financière, ressortant d'une toute première approche, contraste singulièrement avec le volume de la production scientifique qui y est consacrée. En effet, les résultats d'une recherche bibliographique ne permettent pas réellement de pointer l'une ou l'autre étude de référence, et encore moins un faisceau d'analyse qui démontrerait une relation causale et en préciserait le sens. Pourtant, 3 évocations d'actualité récentes ont directement concerné cette question, alimentant de la sorte l'hypothèse d'un lien. En date du 27 février 2009, le groupe d'action financière, GAFI, à la fois sorte de diapason mondial et aiguillon intergouvernemental de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, précisait explicitement, dans ses résolutions de fin de réunion plénière, qu'il entendait étudier l'impact de la crise économique et financière sur les deux phénomènes qui forment le centre de son action. Plus précisément, le GAFI annonçait une évaluation du poids des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les solutions nationales et mondiales apportées à la crise, et une vérification que les mesures destinées à soutenir les économies n'entamaient pas les contrôles réalisés pour lutter contre ces phénomènes. Le 24 avril 2009, le quotidien belge Le Soir publiait un article intitulé « Les blanchisseurs d'argent ne connaissent pas la crise ».
Cet article faisait écho à la publication du rapport annuel 2008 de la cellule belge de renseignement financier, la cellule de traitement des informations financières, CTIF. Constatant qu'en 2008, la cellule n'avait pas connu de fléchissement dans le volume des déclarations de soupçons reçues, telles qu'émanant des professionnels soumis aux obligations du dispositif belge, l'article, reprenant en cela les déclarations des dirigeants de la CTIF, constatait qu'en dépit de la crise, le blanchiment de capitaux ne semblait connaître aucune conséquence de la crise ambiante. S'il faut d'emblée relativiser ce propos sur le fond, notamment en ce sens que les fluctuations du nombre de déclarations de soupçons ne peuvent pas sans précaution et nuance être assimilées à des évolutions des phénomènes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il participe néanmoins à la question des liens que ces derniers entretiennent éventuellement avec la crise économique. Enfin, une déclaration publique du directeur exécutif de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime, UNODC, datée du 17 avril 2009, ne se bornait pas à poser des questions quant à cet impact de la crise économique et financière, mais emportait une interprétation péremptoire. La crise financière offre une opportunité extraordinaire aux mafias d'élargir leur infiltration des établissements financiers privés de liquidités. La crise bancaire engendrant une grave perturbation du crédit, ces groupes criminels qui disposent de beaucoup de cash ont émergé comme étant aujourd'hui une des rares sources de crédit possibles. 31. À défaut de données précises ou d'études scientifiques phares, force est de constater que le thème des liens entre crise économique et financière et blanchiment de capitaux alimente la réflexion, voire excite les imaginations, ce qui fonde la présente contribution qui n'a cependant pour vocation que d'être une présentation de l'hypothèse. 2. Positionnement, sens de la relation causale envisagée et macro-microéconomie. L'approche des liens entre blanchiment de capitaux et crise économique peut être réalisée grâce à l'utilisation de divers prismes analytiques. Il y a tout d'abord à trancher le sens de la relation étudiée. En effet, celle-ci peut s'envisager de deux manières, les effets du blanchiment sur la crise économique, en ce compris l'hypothèse du rôle du blanchiment comme déclencheur, et les effets de la crise économique sur le blanchiment de capitaux. Le blanchiment de capitaux peut-il engendrer ou même simplement alimenter une crise économique et financière, telle que la crise mondiale qui sévit depuis 2008 ? Répondre par l'affirmative consiste à admettre l'idée que des organisations criminelles disposeraient de la capacité, volontaire ou involontaire par leurs activités et ou la masse de leurs avoirs, d'engendrer un déséquilibre économique suffisamment important pour entraîner une situation de crise mondiale. L'échelle dont il est question ici dépasse les ressorts locaux et régionaux, au sein desquels il ne faut parfois pas nier les impacts économiques réels des économies informelles ou illégales, à tout le moins pour certains types de marchés de biens ou de services. Ces considérations renvoient aux difficultés de quantification du phénomène de blanchiment de capitaux. Mais elles réfèrent également à un marché de la menace, alimenté à coups de chiffres massus, dégusté à l'aide de fourchettes d'estimation pentagruéliques et assis par des déclarations qui se valident mutuellement. Les acteurs intéressés de ce marché stimulent des représentations alarmées et alarmistes, qui les servent avant tout, et parasitent ensuite les réflexions à la poursuite de l'objectivité. Van Duyn résuma parfaitement la situation par la formule « Bad facts stick like mud », les mauvais faits adhèrent aux semelles des chaussures comme de la boue. Au-delà de ces incertitudes, il nous semble que l'hypothèse d'une déstabilisation de l'ordre économique mondial par des capitaux d'origine criminelle ne résiste pas à la connaissance de la physionomie et des mécanismes du fonctionnement de l'économie contemporaine. Cette hypothèse apparaît effectivement du même acabit que les bruits qui avaient circulé, quelques heures à peine après les attentats du 11 septembre 2001, et selon lesquels Al-Qaïda aurait réalisé des opérations boursières quelques jours avant la date fatidique afin de déstabiliser l'ordre économique mondial. Ces rumeurs furent finalement totalement infirmées par les investigations officielles chargées de faire la lumière sur ces affirmations. C'est donc vers l'autre sens relationnel que nous orienterons notre réflexion, à savoir l'hypothèse des conséquences engendrées par la crise économique et financière sur le blanchiment de capitaux. Il convient cependant de préciser d'emblée que ce choix n'exclut pas qu'il existe tantôt des phénomènes ciblés d'aggravation, ou à l'inverse d'atténuation,
des effets de la crise générés par le blanchiment de capitaux. Tout comme ceci ne remet pas en cause la réalité de l'ampleur des masses financières dégagées par la palette d'activités criminelles sévissant sur la planète. La question des impacts de la crise économique et financière sur le blanchiment de capitaux peut à son tour être envisagée sous deux perspectives. Sur un plan macroéconomique, il s'agit de déterminer la mesure dans laquelle les profonds bouleversements économiques induits par la crise peuvent globalement modifier la donne au niveau du blanchiment de capitaux. Sur un plan microéconomique, il y a lieu de voir, au niveau des acteurs concernés directement ou indirectement par le blanchiment de capitaux, quels pourraient être les impacts de la crise sur leur comportement. L'utilisation de ce distinguo macro-micro ne doit cependant pas cultiver deux représentations erronées. D'une part, macroéconomie et microéconomie forment bel et bien deux réalités liées et non hermétiquement distinctes. Dans la mesure où nous privilégions une perspective holistique pour étudier le blanchiment de capitaux, ces deux niveaux d'analyse sont avant tout utilisés afin d'accroître la lisibilité du raisonnement. D'autre part, le focus n'est pas ici strictement quantitatif, ce que pourrait laisser entendre l'utilisation de concepts économiques. Il est aussi qualitatif, en considérant que si la crise économique peut par exemple entraîner une variation de telle offre ou de telle demande, elle est tout autant susceptible d'engendrer des modifications structurelles au sein de ladite offre et de ladite demande, le volume restant par ailleurs constant. Dans la ligne du positionnement qui précède, la présente contribution, dans son objectif d'initiation du débat, propose de traiter respectivement un aspect macroéconomique et un aspect microéconomique, tous deux choisis, de ces interrelations entre blanchiment de capitaux et crise économique et financière. 3. Le marché de l'usure, exemple d'un impact macroéconomique. Le Fonds monétaire international estime que le blanchiment de capitaux est compris entre 2 et 5% du produit intérieur brut mondial. Dans la mesure où le même FMI prévoit une contraction du PIB mondial consécutive à la crise, de l'ordre de 1,3% en 2009, il serait tentant de conclure que les crises économiques et financières présentent des effets bénéfiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. En réduisant le PIB et ou sa croissance, elle diminuerait le volume de capitaux blanchis. Ce raisonnement est toutefois doublement erroné. D'une part, il méconnaît les mécanismes particuliers de fonctionnement des marchés criminels de fourniture de biens et de prestation de services. D'autre part, il ne prend aucunement en considération les logiques fondamentales auxquelles doit répondre tout processus de blanchiment de capitaux. Au-delà, il semble difficile de postuler un effet unique et monodirectionnel de l'impact de la crise économique et financière sur l'ensemble des activités criminelles. Une approche individualisée de ces activités, replacée dans les contextes de marché sur lesquels elles interviennent, semble en revanche nettement plus appropriée. Elle permet de prendre en considération les particularismes de l'offre, de la demande ou encore de la réglementation de ces marchés, à l'instar de l'approche proposée par Albanese. Il y a effectivement fort à parier que les marchés de contrebande, de la drogue, et dans ce groupe les différents marchés envisagés par type de substance, ou encore du trafic d'œuvres d'art réagissent différemment à une crise économique et financière, au même titre que les offres et demandes des marchés non criminels. L'usure fait partie de ce panel de marchés, avec la particularité qu'il n'est pas systématiquement illégal et ou informel, en fonction des réglementations en vigueur. Une association de commerçants italiens, Confesercenti, estimait, en mars 2009, que 180 000 commerçants se sont récemment tournés vers des prêteurs privés, dont certains sont clairement liés à la mafia. Le responsable d'une autre association en charge de l'aide aux personnes victimes de problèmes financiers estime que l'usure, qui rapporterait annuellement 12,6 milliards d'euros aux mafias italiennes, avec des taux d'intérêt de 100 à 200%, serait en pleine expansion. Mais il n'y a pas qu'en Italie que cette répercussion est pointée du doigt. En Malaisie, 100,00 personnes seraient aux prises avec les usuriers, selon l'agence d'information Bernama, et l'organisation italienne SOS Racket et Usure a reçu de très nombreuses demandes d'aide venant de victimes suisses de l'usure. Cette possible recrudescence du nombre de prêts à taux usuraires s'explique par le manque de liquidité caractéristique de la crise économique mondiale, qui sévit depuis 2008.
Les banques ont cherché à réduire leur exposition au risque pour consolider leur position, et l'offre de crédit s'en est trouvée considérablement resserrée. À côté de l'offre, la crise impacte aussi directement la demande de crédit, même si cet impact diffère en fonction du type de crédit envisagé. Si certains ménages préfèrent postposer leurs investissements à financer en raison des incertitudes liées à la crise, d'autres en revanche se tournent vers le crédit de façon à tenter d'engommer les effets, notamment les pertes de revenus. Si l'offre de crédit diminue et que l'offre reste stable ou croît, le prix d'équilibre augmente. Cette hausse du taux d'intérêt élimine à son tour certains demandeurs, effrayés du coût ou tout simplement mis hors jeu en raison de leurs revenus, ou parce qu'évalués négativement à la lueur de critères d'octroi rendus plus stricts par les politiques de prudence de rigueur. Le marché trouve alors un nouvel équilibre et jusqu'à une nouvelle fluctuation de l'offre et ou de la demande qui réinitie le processus d'ajustement. L'usure subit les mêmes contraintes imposées par ces dynamiques de marché. L'erreur à ne pas commettre est de considérer que son caractère informel et ou illégal la met à l'abri de la crise. En effet, les prêts à taux usuraires forment un marché corollaire du marché classique du crédit, ce qui crée sinon une forme de complémentarité, à tout le moins une interaction, au même titre que les marchés de contrebande sont connectés au marché licite des biens sur lesquels ils portent. La similitude n'est cependant pas totale et l'usure se distingue des prêts classiques sur 2 points liés au moins. L'exposition au risque acceptée par l'usurier est supérieure à celle tolérée par les prêteurs classiques, banque en tête, a fortiori en situation de crise. En bon principe économique, il en résulte un prix plus élevé, qui est la contrepartie de ce risque. Si l'usurier accepte de prendre ce risque supérieur, de surcroît dans une période de crise, et même s'il y trouve une contrepartie financière, c'est en raison des moyens exclusifs dont il dispose et qui forment autant de garanties de récupération des sommes prêtées. C'est une caractéristique centrale de différenciation entre usure et prêt classique, car certaines garanties et autres méthodes de recouvrement sont l'apanage exclusif de l'usure, la majorité d'entre elles étant illégales. Intimidation, représailles matérielles, représailles symboliques, peinture des façades des immeubles des mauvais payeurs en rouge et violences physiques, parfois létales, font partie de la palette des moyens les plus généralement utilisés. Une pratique malaise, non dénuée d'originalité, mérite à ce titre d'être pointée. L'envoi par les usuriers, de belles femmes qui se présentent au bureau et au domicile des débiteurs et qui y font des esclandres particulièrement gênants pour le débiteur. Payer est donc la seule manière de se débarrasser de ces récupératrices de dettes, à la présence aussi gênante que leur plastique est agréable à regarder. La crise économique qui secoua l'Asie en 1997, et plus particulièrement la situation en Corée du Sud, est exemplative du fait que l'usure peut bel et bien profiter de la crise économique pour se développer. Ainsi, dans les années qui suivirent cette crise, le taux d'endettement des ménages sud-coréens devint le plus fort au monde, le nombre de personnes en défaut de paiement des factures de cartes de crédit et des utilisateurs d'usure passant de 3,72 millions en 2003 pour 2,08 millions en 2000. On recense encore aujourd'hui plus de 50 000 prêteurs privés, dont seulement 16 000 enregistrés, suite aux tentatives de régulation portées par les autorités coréennes. Certes, l'usure n'est pas la chasse gardée des organisations criminelles, mais elle est régulièrement pointée au rang de leurs core businesses. Par conséquent, il semble raisonnable d'estimer, sous réserve de vérification de nature empirique, que les crises économiques et financières sont des causes possibles du développement du marché de l'usure. L'offre formelle de crédit se resserre et ne rencontre plus une demande elle aussi impactée par la crise, ce qui favorise l'éclosion d'une offre parallèle acceptant une plus forte exposition au risque pendant que les régulateurs n'ont pas comme priorité première de lutter contre ce type de pratique. La recrudescence de l'usure, lorsqu'elle forme une pratique interdite, produit des capitaux dès lors à blanchir, ce qui permet de tracer un lien en amont entre la crise économique et financière et le blanchiment de capitaux. En aval cette fois, et toujours dans l'étude de l'usure comme exemple, la crise impacte directement le blanchiment de capitaux à proprement parler. Pour poser le débat, il convient de se souvenir des fondamentaux qui animent tout processus de blanchiment. En effet, si le blanchiment engendre le plus souvent un coût que les criminels sont prêts à supporter,
c'est parce qu'il s'agit du prix à payer à la fois pour rentabiliser les risques encourus à travers la perpétration d'actes délictueux et pour s'assurer une protection en brouillant les liens susceptibles d'unir le bénéficiaire auxdit acte. Les activités usuraires, lorsqu'elles sont illégales, n'échappent pas à ces dynamiques. Mais l'usure favorise assez souvent une forme de blanchiment intégré, au travers de l'appropriation de la garantie réalisée par le prêteur, au détriment de son débiteur. Comme le soutient Champérache, en prêtant des fonds requérant le versement d'intérêts prohibitifs, le prêteur mafieux ne fait qu'accentuer la crise de liquidité frappant le propriétaire. Celui-ci doit alors céder l'entreprise qu'il n'est plus en mesure d'exploiter. De contrainte, l'affaire se transforme alors en poule aux œufs d'or. L'usurier peut prendre le contrôle des structures commerciales gagées, ce qui lui ouvre des perspectives extrêmement porteuses de blanchiment. Est-il besoin de rappeler ici des horizons que dégage le contrôle de droit ou de fait de ces structures économiques formelles, qu'il s'agisse de justifier des flux financiers, nationaux ou transnationaux, et ou de retirer personnellement des bénéfices d'apparence licite, sous forme de salaire, d'avantages extralégaux? Sans oublier les participations croisées entre sociétés, qui peuvent se révéler de véritables écheveaux pour les autorités en charge des poursuites. Certains secteurs, comme ceux de la restauration, de l'hôtellerie, plus généralement celui du tourisme, ou de l'import-export viennent directement à l'esprit dans la mesure où ils sont généralement pointés comme étant à risque, en dehors même des situations de crise. Il semble néanmoins qu'aucun marché ne soit réellement à l'abri. En témoignent par exemple les déboires du club de football belge de première division de l'Excelsior de Moucron, qui au bord du dépôt de bilan a vu successivement, parmi les candidats repreneurs ayant manifesté leur intérêt d'investir dans leur structure sportive, un homme d'affaires anglais impliqué dans de nombreuses escroqueries et une piste russe qui s'est mystérieusement évaporée dès lors que des interrogations sur l'origine de leurs capitaux se sont fait jour. 4. Approche microéconomique, les incitants de la crise. S'il existe des différences locales, les systèmes de prévention du blanchiment de capitaux existants de par le monde reposent sur une ossature commune. Ils ont été dessinés, notamment à l'initiation et sous la pression du GAFI, comme autant de dispositifs de protection du périmètre de l'économie dite légale. Ces systèmes de prévention sont principalement appuyés sur deux grands types de mesures. Les règles d'identification des clients et les déclarations de soupçons qui ont toutes deux pour objectif potentiellement contradictoire d'une part, de refouler les capitaux d'origine criminelle afin de les empêcher de circuler dans le système protégé et d'autre part, de remonter les pistes menant aux auteurs des comportements infractionnels. La principale particularité de ce dispositif est qu'il repose sur l'obligation, faite par les États à des listes de professions arrêtées par eux, d'appliquer les règles d'identification des clients et de procéder, le cas échéant, aux déclarations de soupçons nécessaires. Les professionnels visés doivent dès lors occuper un rôle central de première ligne, celui de filtre déclencheur des moyens de prévention et de répression. Mais il faut bien garder à l'esprit que cette position ne résulte pas d'un libre choix, puisqu'il s'agit en réalité de dépositaires contraints sous peine de sanction dudit rôle. Ce choix architectural suscite à tout le moins deux interrogations. Primo, l'on peut s'étonner du choix d'un système qui, par souci d'uniformité, traite de façon identique des professions aussi diverses que celles, par exemple, de banquiers, d'assureurs, d'exploitants de casinos, d'antiquaires, de notaires ou d'avocats. Secondo, et de façon liée, cet amalgame ne semble pas prendre en considération le rapport de chacune des professions visées à l'objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux, en regard de leurs objectifs premiers d'activité. L'approche microéconomique des relations entre crise économique et financière et blanchiment de capitaux doit par conséquent impérativement être replacée dans ce contexte, sous peine de les appréhender de façon tronquée. Pour les besoins de la présente contribution, nous avons choisi de nous intéresser principalement à un seul type d'acteurs, en l'occurrence les établissements de crédit, considérant qu'il s'agit à la fois du type d'acteur auquel le plus grand nombre d'études a été consacré et qu'il incarne assez bien les effets possibles de la crise économique et financière, étant au cœur de celle-ci. Les résultats des études récentes consacrées aux postures des compliance officers actifs au sein des banques, à savoir les cadres en charge de la politique de conformité de l'institution vis-à-vis du blanchiment de capitaux, traduisent une orientation résolument utilitariste.
La compliance représente un coût, direct, à travers les salaires, les softwares, et indirect. Incidence parfois négative sur l'activité commerciale. Pour être maintenue, elle doit engendrer un bénéfice supérieur à ce coût. Particularité de cette équation, le bénéfice est ici le plus souvent calculé comme une absence de coût grave, à savoir une protection contre des atteintes potentielles inhérentes à une affaire de blanchiment de capitaux. La protection vis-à-vis des atteintes réputationnelles trône au sommet des motivations à appliquer le dispositif anti-blanchiment, devant le risque légal, la combinaison des deux éléments conduisant à la politique du type couverture des arrières, cover your ass policy, la plus répandue. La perception d'un bénéfice strictement positif, pas l'absence d'un coût, semble limitée à l'hypothèse d'une stratégie marketing dans laquelle l'éthique tient un rôle central. Cette perspective utilitariste se heurte cependant aux difficultés du calcul coût-bénéfice qui la sous-tend. En effet, s'il reste possible d'appréhender les coûts de la politique anti-blanchiment, le bénéfice, quant à lui, est bien plus délicat à évaluer. Tel est notamment le cas de la valeur de la réputation, et des atteintes qui lui sont faites, impalpables et évoluant de façon dynamique. Sans compter que le risque de réputation doit s'envisager dans les deux sens. Réputation générale écornée par l'implication dans un scandale lié au blanchiment et réputation commerciale atteinte par une politique trop rigoriste en matière de blanchiment, et qu'il peut entretenir des relations conflictuelles avec le risque légal, comme l'incarne une politique de risque légal zéro qui impliquerait de dénoncer tous les clients et ou transactions suscitant le moindre doute, mais pourrait porter préjudice aux affaires de L'. Établissement de crédit envisagé. Dans cette hypothèse, le cercle vertueux de la compliance, qui résulte de l'adhésion et de l'internalisation organisationnelle des fondements de la lutte contre le blanchiment de capitaux, laisse la place à un autre cercle, beaucoup moins vertueux, du transfert de responsabilité, ce qui peut néanmoins s'apparenter à une forme de juste retour des choses, la banque renvoyant la charge de cette politique à son expéditeur étatique. Plus fondamentalement, cette représentation résolument utilitariste de l'action anti-blanchiment des établissements de crédit nous semble reposer sur deux fictions majeures. La première de ces fictions consiste en une appréhension de la gestion des risques faite par les banques, comme étant totalement hermétique et strictement interne à l'organisation. En effet, ceci supposerait une absence totale d'interaction entre l'entreprise et son environnement. Comment, en effet, imaginer que les mutations environnementales profondes que connaît la planète en cette période de crise économique et financière de la fin de la première décennie du XXIe siècle n'impactent pas l'entreprise, en ce compris dans les décisions relatives à l'application des obligations anti-blanchiment. Page C. Yeager a pourtant pu démontrer l'impact de ces contingences exogènes à l'entreprise. Les conditions économiques et politiques expliquent mieux les niveaux de violation de la loi par les entreprises que les analyses faites par celles-ci de leur propre situation financière. Le personnel peut prendre des décisions sur la compliance basées sur leurs prévisions personnelles des conditions économiques de leur industrie et de l'économie en général. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'une situation de crise économique et financière mondiale impacte potentiellement le calcul coût-bénéfice de la compliance. Précisément, que faut-il penser du poids relatif du risque de notoriété, traditionnellement postulé comme central dans l'application du dispositif anti-blanchiment, dès lors que, crise aidant, celui-ci serait mis en balance avec ni plus ni moins que la survie économique de l'établissement de crédit? Dans le même ordre d'idées, comment appréhender les impacts respectifs des coûts et bénéfices liés au risque de notoriété et au risque légal dès lors qu'ils seraient mis en miroir avec la perspective d'un gain financier important dans un contexte économique tellement morose? À l'opposé, ne faut-il pas aussi envisager ce type de période économique comme créatrice d'opportunités, s'agissant de manœuvres de déstabilisation dont l'effet est démultiplié par le levier de la crise? Ou d'une excellente justification permettant à des comportements de passer du statut de frauduleux à celui de réflexe de survie. Différents scandales financiers, comme l'affaire Fortis en Belgique, survenus dans ce contexte de crise économique et financière, devraient pouvoir faire office d'objet d'études pertinents quant à ces questions, une fois les ondes des séismes dissipées. Mais il y a d'ores et déjà lieu de pointer qu'il serait illusoire de croire que la crise n'aurait aucun effet sur les décisions des acteurs économiques,
notamment pour ce qui touche à l'application des dispositions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux. Nier cette conclusion imposerait de passer de la fiction à la science-fiction, et équivaudrait à considérer comme plausible l'existence d'une armure magique qui protégerait totalement les personnes actives au sein des établissements de crédit des effets de l'environnement extérieur. La seconde fiction recelée par cette approche utilitariste est relative à l'anthropomorphisme qui la sous-tend. Évoqué à satiété dès lors qu'il est question du principe de la responsabilité pénale des personnes morales, le biais de l'anthropomorphisme semble aussi s'appliquer à la question du blanchiment de capitaux, envisagé dans le chef des acteurs de prévention de première ligne. En effet, au-delà du charme bien réel de la simplicité et des apparences cultivées par les premières analyses, peu d'études sérieuses ont réellement pu mettre en évidence la domination sans partage d'un calcul opportuniste, en l'occurrence amoral, qui aurait seul conduit à l'adoption de conduites déviantes au sein d'entreprises. Les réétudes du cas longtemps présentées comme emblématiques de la rationalité des conduites organisationnelles délinquantes, le Pinto Case, sont en l'espèce particulièrement éclairantes en ce qu'elles brisent le mythe d'une simple décision fondée sur une potence dont le côté gauche est formé par les coûts liés à une réaction corrective éthique et le côté droit par le choix machiavélique du laisser-aller, avec toutes les conséquences liées. Il y a donc certainement lieu de chercher d'autres pistes d'explication, par des analyses minutieuses des processus organisationnels, à l'instar des travaux de Vaughan consacrés à l'écrasement de la navette Challenger ou encore d'introduire de nouveaux prismes théoriques dans l'analyse, comme les théories de l'attention. Ainsi, et par exemple, dans une optique mertonienne pourrait-on voir, dans un système capitaliste, au sein duquel l'objectif des établissements de crédit est la maximalisation du profit, secoué par la crise, des réactions, certes d'innovateurs décidant de renoncer aux prescrits légaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux pour atteindre leur but, mais aussi de conformistes sacrifiant la survie de leur entreprise sur elle. Hôtel éthique, de retraitistes fermant boutique pour se retirer du circuit, de ritualistes appliquant sagement les règles ou encore de rebelles, se lançant par réaction, dans des activités de système informel de remise de valeur à finalité djihadiste. En toute hypothèse, la crise économique et financière induit des bouleversements si profonds qu'il relèverait du non-sens de considérer qu'elle ne présente aucun impact sur le comportement microéconomique des acteurs et ce, même si l'on persiste à considérer la question exclusivement sous l'angle rationnel. Conclusion. L'hypothèse d'un impact de la crise économique et financière sur le blanchiment de capitaux, et plus généralement celle des relations entre ces deux éléments, apparaît, au terme de cette première analyse, loin d'être déraisonnable. L'économie, en effet, forme le dénominateur commun de la crise qui se joue actuellement, des infractions qui produisent les capitaux à blanchir et des processus de blanchiment eux-mêmes. Le renversement de perspective, qui impose de quitter quelques instants la position du régulateur pour adopter celle du criminel désireux de blanchir des capitaux, permet de constater à quel point la crise économique et financière est susceptible d'engendrer des bouleversements, tant au niveau macro que microéconomique, qui peuvent s'avérer autant de modificateurs et ou de créateurs d'opportunités à exploiter. Cet impact est vraisemblablement quantitatif. La crise majeure que nous connaissons actuellement change à ce point la donne économique mondiale que les marchés criminels, celui du blanchiment de capitaux compris, en subissent eux aussi les conséquences. Mais les répercussions sont aussi vraisemblablement qualitatives et, s'agissant spécifiquement du blanchiment, des glissements d'opportunités, comme par exemple l'orientation vers de nouveaux vecteurs, techniques et ou acteurs sont à envisager très sérieusement, d'autant que l'attention accordée par les États à cette problématique semble régresser en ce type de période, priorité oblige. En filigrane de la réflexion sur les liens entre crise économique et financière et blanchiment de capitaux se dessine une question plus fondamentale, celle de l'état réel des connaissances sur le blanchiment de capitaux, comme phénomène, acte ou séquence d'actes, sans évoquer l'absence tout au moins aussi forte de données quant aux blanchisseurs. Elles apparaissent en effet particulièrement diluées, lorsqu'elles sont fondées sur les informations qui émanent des cellules de renseignement financier et ou des autorités judiciaires. Quelle partie de l'iceberg voit-on ? Et parcellaire, dès lors qu'elles proviennent d'études uniquement fondées sur des données fournies par des intervenants personnes physiques en charge de la compliance. Plus loin,
Ces limites posent l'importante question des sources qui ont permis la construction du système de lutte contre le blanchiment de capitaux. À la lueur du trompe-l'œil anthropomorphiste évoqué auparavant, et d'une espèce de totalitarisme du paradigme rationnel qui en résulte, il est peut-être temps d'oser aborder de front cette interrogation. Ceci forme un authentique plaidoyer pour un déploiement de recherche innovante, appelé à compléter le thésaurus déjà existant. La crise économique et financière planétaire de ce début du XXIe siècle est susceptible de leur fournir d'excellents sujets d'étude. Mais ceci suppose, au-delà d'une réelle et donc courageuse volonté politique, une allocation suffisante de moyens. En temps de crise profonde, l'affaire n'est pas forcément gagnée d'avance. Voilà peut-être là encore un effet de la crise économique et financière sur le blanchiment de capitaux. Le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent, la rapide et délicate évolution d'un système en voie d'amélioration. Jean-Luc Bacher, juge au tribunal pénal fédéral. Introduction. Au Canada, le blanchiment a été défini en ces termes. Il consiste à transformer les profits d'actes criminels de façon à en dissimuler l'origine illégale. Selon d'éminents experts, le blanchiment est un processus dynamique en 3 étapes, celle de dissocier les fonds de l'infraction dont ils proviennent, celle d'en dissimuler les traces pour déjouer les recherches, et enfin celle de restituer l'argent aux criminels après avoir masqué l'origine économique et géographique de l'argent. Le blanchiment constitue donc une sorte d'entrave à la justice, puisqu'il tente à empêcher la justice de retracer et de récupérer les produits du crime. En cela, le blanchiment est un comportement analogue au recel. Originellement, l'infraction de blanchiment a été conçue pour cibler les produits des trafics de drogue. De nos jours, au Canada, on peut se rendre coupable de blanchiment non plus seulement des gains de trafic de stupéfiants ou des revenus de crimes graves, mais aussi des bénéfices de presque tous les crimes lucratifs dont une personne peut être accusée: fraude, escroquerie, vol, contrebande, corruption, proxénétisme, etc. Notre présentation du dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et de son évolution comporte 5 parties complémentaires. Premièrement, celle de la nature et des caractéristiques du dispositif canadien anti-blanchiment. Deuxièmement, celle des changements législatifs ayant été apportés au dispositif canadien ces dernières années. Troisièmement, celle de l'accueil réservé aux nouvelles normes par les acteurs de la lutte contre le blanchiment. Quatrièmement, celle des difficultés accompagnant la mise en œuvre des nouvelles normes et cinquièmement, la question des résultats obtenus par le dispositif canadien ou du moins, celle de la perception Q'. En ont les acteurs. 1. Nature et caractéristiques du dispositif canadien. Au Canada, c'est en 1989 que le blanchiment d'argent est devenu un acte criminel, en prenant place dans une partie nouvelle du Code criminel. La partie 22 sur les produits de la criminalité. Cela étant, la lutte contre le blanchiment d'argent au Canada repose grosso modo sur 3 piliers: le Code criminel, la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et les règlements afférents à cette loi. En 1991 est adoptée la première loi canadienne sur le recyclage des produits de la criminalité. Cette même année, la Gendarmerie royale du Canada a créé 3 unités intégrées de contrôle des produits de la criminalité. 10 autres unités ont vu le jour en 1996. Cette première loi sur le recyclage des produits de la criminalité était succincte, et son champ d'application restreint. Elle avait essentiellement pour objet d'instaurer, dans le secteur financier, une obligation de tenue de documents pour faciliter la recherche et la poursuite des infractions de blanchiment d'argent. Quant à la déclaration aux autorités des transactions douteuses, elle pouvait alors se faire mais n'était pas obligatoire. La même année, le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, GAFI, qui émanait du G7, a étendu l'application des règles sur le blanchiment aux produits de tous les crimes graves. Le Canada a été l'un des derniers pays à instaurer un système de déclaration des opérations douteuses, en adoptant, en 2000, une nouvelle loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Cette loi a institué le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, CANAFE. Ce centre est aussi ce qu'on appelle, de par le monde, une cellule de renseignement financier, CRF.
La même loi a aussi introduit l'obligation légale pour les entités déclarantes, soit les banques, les assurances-vie, les sociétés fiduciaires, les comptables, les casinos, pas pour les avocats ni les notaires, de déclarer les opérations douteuses, les télévirements internationaux à partir de $10 000 et les opérations en espèces à partir de $10 000. Ainsi, le système canadien est caractérisé par l'obligation pour les intermédiaires financiers de faire des déclarations automatiques qui sont basées sur des critères objectifs comme en l'occurrence un seuil quantitatif minimal. Avec ce type de déclaration, plusieurs auteurs voient le danger d'une surcharge de renseignements susceptible de compliquer la détection. Les entités déclarantes doivent aussi réunir et conserver les documents en lien avec leur déclaration et parvenir à identifier la personne qui commande l'opération financière rapportée. Ces informations doivent être conservées pour le cas où la police voudrait faire enquête. Les entités déclarantes doivent aussi avoir un programme de conformité qui prévoit la nomination d'un agent de conformité devant veiller à ce que les employés se soumettent à la loi et qui assume l'organisation de formation continue pour les employés en matière de blanchiment d'argent. L'agent de conformité doit enfin s'assurer que son organisation est toujours respectueuse des dispositions légales. En 2001, la lutte contre le financement des activités terroristes est ajoutée au mandat du CANAFE. Ainsi, la loi a été renommée la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Une autre des grandes caractéristiques du dispositif canadien anti-blanchiment, c'est que son fonctionnement ne dépend qu'en second lieu des agents de l'État, soit de ceux du CANAFE, de la police, de la couronne et de la justice. Il dépend en fait en premier lieu des agents des entités déclarantes, qui sont pour la plupart des employés d'entreprises privées. Comme les entités financières ont l'obligation au Canada de rapporter un nombre très considérable de transactions, le CANAFE a logiquement une tâche beaucoup plus volumineuse à accomplir que celle de son homologue suisse, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, MROS. Cette tâche est de trier et d'analyser la somme des informations qui lui est adressée pour documenter le phénomène du blanchiment et pour trouver des cas susceptibles d'être rapportés aux autorités policières, douanières ou à celles de Immigration pour enquête. Autre particularité du dispositif canadien, celle de s'être doté avec le CANAFE d'une CRF de type administratif, indépendante des autorités répressives et judiciaires. Ce type de cellule tient lieu de tampon entre les entités déclarantes, intermédiaires financiers, et les autorités judiciaires. Comme le CANAFE analyse les transactions rapportées, qu'il fait un tri entre les transactions licites et celles pouvant être reliées à des activités de blanchiment d'argent, qu'il s'efforce de faire connaître aux autorités de poursuite les cas les plus vraisemblablement constitutifs de blanchiment, les entités déclarantes peuvent effectuer leurs déclarations sans craindre de déclencher une enquête qui serait basée sur une mauvaise interprétation des faits. Avec ce type de CRF, le Canada cherche aussi à protéger les informations nombreuses et parfois sensibles qui sont fournies par les entités déclarantes. Certains experts considèrent en outre qu'il est plus facile pour ce type de CRF d'échanger des informations avec les autres CRF du monde. Il est vrai que les entités déclarantes ont, elles aussi, beaucoup de travail à accomplir pour alimenter le CANAFE en informations, mais elles sont aidées ou accompagnées dans leurs tâches par le CANAFE qui a notamment émis des listes d'indicateurs pour permettre aux entités déclarantes de mieux identifier les opérations devant être considérées comme douteuses. Il faut dire à ce sujet que l'administration fédérale et en particulier, le CANAFE se sont vus attribuer, par délégation du législateur, de larges compétences leur permettant de compléter la législation fédérale par de la réglementation. Ce vaste pouvoir délégué a été déploré par certains parlementaires canadiens, surtout issus de l'opposition officielle, mais il a également été jugé utile par bon nombre de parlementaires, car il s'agit de donner au CANAFE les moyens de s'adapter à une situation qui est en constante évolution. Le centre concret avec ce projet de loi aura à faire preuve de flexibilité parce qu'avec la technologie présente, qui change de façon rapide tous les jours, il aura besoin de s'adapter. C'est la raison pour laquelle le pouvoir réglementaire est très étendu. Parti de l'opposition en SAR 90 sur 1335. 2.
Rapidité des changements législatifs apportés. Ce n'est qu'en 1989 que le blanchiment d'argent ou le recyclage des produits de la criminalité est devenu une infraction criminelle. À ce moment-là, l'argent blanchi ne pouvait provenir que de deux sources criminelles: la criminalité organisée ou les infractions en matière de drogue. Cela dit, les infractions du crime organisé comprenaient notamment des actes de corruption de fonctionnaires, de fraude envers le gouvernement, de proxénétisme, de meurtre, de vol qualifié. Quant aux infractions en matière de drogue, elles étaient prévues par la loi sur les aliments et drogues et la loi sur les stupéfiants. Il s'agissait entre autres de trafic, d'importation, d'exportation et de possession. En 2001, la loi a changé et il devient alors possible de blanchir les produits non plus seulement du crime organisé et des infractions en matière de drogue, mais les produits d'une vaste gamme d'infractions, soit de la plupart des actes criminels qui sont grosso modo les infractions les plus graves du Code criminel. En 2005, un autre changement est intervenu dans le Code criminel. Il devient possible de blanchir de l'argent provenant non plus seulement d'actes criminels, mais aussi d'infractions mixtes, soit des infractions qui, selon ce que préfère le procureur, peuvent mais ne doivent pas nécessairement être poursuivies par voie de mise en accusation, et qui représentent la plus grande partie des infractions du Code criminel. Il y a donc élargissement considérable des infractions dont les produits sont susceptibles d'être blanchis. Un changement législatif d'un autre genre est intervenu dans l'énoncé de l'infraction de recyclage des produits de la criminalité. En effet, dans une affaire Dinard qui est allée jusqu'à la Cour suprême en 1997, les juges se sont demandé si l'on pouvait condamner pour blanchiment celui qui accepte de recycler de l'argent qui, contrairement à ce qu'il croit, ne provient pas d'une activité criminelle. C'était le cas d'un individu qui avait acquiescé à la demande d'un informateur du FBI, se faisant passer pour un délinquant, de recycler de l'argent prétendument sale. Les juges ayant conclu qu'il n'est pas possible de se rendre coupable de blanchiment quand l'argent n'est pas vraiment de provenance criminelle, le législateur a modifié la loi en ce sens qu'il ne faut plus nécessairement savoir que l'argent est sale pour le recycler, mais qu'il suffit de le croire, même à tort. Autrement dit, il est devenu possible de blanchir de l'argent qui ne proviendrait pas d'une infraction, mais dont des policiers pourraient faire croire à quelqu'un qu'il est d'origine illicite. En 2005, une autre modification a été apportée à l'énoncé légal de l'infraction qui définit le recyclage. Cette modification s'inscrit dans le prolongement d'une autre cause judiciaire ayant été portée à la Cour suprême, l'affaire Daoust. Là, les juges ont constaté que la version française de l'article 462.31 du Code criminel définissait le recyclage par énumération exhaustive des modalités possibles du recyclage. Et qu'en l'occurrence, n'est pas constitutif de recyclage le fait d'acheter des biens réputés provenir d'un crime, car l'acheteur ne se rend pas responsable d'un transfert de possession. C'est en effet, selon la Cour, le vendeur qui est en mesure d'opérer un tel transfert, pas l'acheteur. Suite à l'arrêt Daoust, le législateur a harmonisé les deux versions de l'article en ajoutant dans la version française « ou prend part à toute autre forme d'opération à leur égard ». Avec cette modification, l'article cesse d'être exhaustif et son énumération devient exemplative, ce qui permet finalement de réprimer des formes de blanchiment qui ne seraient pas expressément énoncées dans l'article de loi. En définitive, l'article 462.311 réprimant le recyclage est formulé comme suit. Est coupable d'une infraction quiconque, de quelque façon que ce soit, utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d'opération à leur égard, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement. Soit de la perpétration au Canada, d'une infraction désignée, soit d'un acte ou d'une omission survenue à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. 3. Accueil réservé aux nouvelles normes par les acteurs de la lutte contre le blanchiment. Pour mémoire, le Canada a attendu une évaluation peu flatteuse du GAFI pour passer d'un régime volontaire à un régime obligatoire de déclaration des transactions financières, et pour instaurer un centre d'analyse de renseignements financiers. En ce sens,
Le Canada n'a pas agi de façon proactive, mais réactive puisqu'il a été le dernier pays du G7 à se conformer aux exigences du GAFI. Lorsqu'il a adopté une loi sur le blanchiment, le Canada savait qu'il passait pour un pays constituant une plaque tournante du blanchiment d'argent et réagissait au fait qu'il avait été placé, en 1999, par les États-Unis sur une liste de pays comportant des lacunes dans la lutte anti-blanchiment. Pour prendre la mesure de l'accueil réservé aux nouvelles normes par les acteurs de la lutte contre le blanchiment, nous en avons entendu, par entrevue, 17 qui étaient au service de 10 institutions financières différentes. Il s'est agi d'entrevues hybrides soit semi-directives dans un premier temps puis directives. Ont aussi été entendus par entrevue 6 représentants du système pénal, RDSP. La majeure partie des agents que nous avons entendus étaient favorables à la loi contre le blanchiment qui a été adoptée en 2000. Elle était en effet d'avis que cette loi était nécessaire pour améliorer la lutte anti-blanchiment et pour remédier à la réputation de passoire que le Canada s'était forgée au fil des années. Tous s'accordent pour dire que le recyclage est un crime grave, mais il y a une différence de perception quant à la source de la gravité en fonction du passé professionnel des interviewés. De fait, les interviewés issus des milieux policiers et juridiques conçoivent la gravité du crime en fonction principalement des crimes préalables, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine des produits du crime qui seront recyclés. Les interviewés provenant du secteur financier associent davantage la gravité du blanchiment aux effets qu'il a sur la compétition dans le monde des affaires et la concurrence. Quelle que soit leur façon d'expliquer la gravité du crime, les interviewés reconnaissent le bien-fondé du dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, ils estiment que les nouvelles mesures anti-blanchiment permettront de ne débusquer, fort probablement, que de petits blanchisseurs. En effet, selon eux, ceux de plus grande envergure sauront, tôt ou tard, s'adapter aux changements et trouver d'autres moyens de parvenir à leur fin. De plus, plusieurs acteurs estiment que les délinquants les plus entreprenants parviendront toujours à trouver un professionnel, avocat, comptable, etc., qui les aidera à blanchir. Il y a des représentants d'institutions financières qui jugent utile la menace de sanctions contre les institutions qui ne voudraient pas s'acquitter de leurs obligations, aux fins d'inciter toutes les entités déclarantes à se conformer aux exigences légales, de manière à ce que les déclarations soient faites plus ou moins systématiquement et qu'elles permettent au CANAFE de bien faire son travail. Plusieurs représentants des entités déclarantes ont reconnu que, si elles n'y étaient pas tenues par la loi, les institutions financières n'auraient fort probablement pas contribué au dispositif canadien de façon aussi rigoureuse. Certains ont souligné que les sommes investies en ressources humaines et matérielles pour remplir leurs obligations se sont avérées exorbitantes, et d'aucuns ont même jugé utile de rappeler que les institutions financières sont là pour faire de l'argent, pas tellement pour en dépenser. Les membres de direction d'institutions financières que nous avons interviewés ne cachent pas que la motivation première de leurs entreprises de se conformer à la loi est de conserver une image et une réputation irréprochables. Ils rapportent en effet qu'il leur importe de bien remplir leurs obligations pour que leur bonne réputation demeure intacte aux yeux du public et de leur clientèle, et que cette dernière sache que leur institution déploie les efforts nécessaires pour ne pas servir d'outil aux blanchisseurs. Les institutions financières semblent à ce point motivées par le souci de protéger leur réputation, qu'elles n'hésiteraient pas pour la plupart à fermer des comptes très lucratifs ou à refuser des services après avoir constaté que les transactions réalisées par un client sont suspectes. En effet, plus d'un représentant des institutions financières est d'avis qu'il est plus redoutable pour l'institution qui serait prise en défaut de voir son image ternie par les médias que d'écoper d'une sanction officielle. 4. Difficultés et résistances liées à la mise en œuvre des nouvelles normes. Au début de l'implantation du système dans les institutions financières, les coûts de cette implantation ont été la première cause de réticence des dirigeants à satisfaire aux nouvelles obligations légales. Il a donc fallu convaincre ces dirigeants d'entreprise du caractère impératif des nouvelles obligations des institutions en matière de lutte contre le blanchiment et les rendre attentifs aux sanctions auxquelles elles s'exposaient en cas de manquement. Selon les représentants des institutions financières, il s'est avéré fort difficile, à l'occasion de l'implantation du dispositif,
de convaincre leur direction qu'elle devait consacrer d'importants budgets à la modernisation des systèmes informatiques ou se doter des outils adéquats pour remplir leurs obligations. Des interviewés de souligner que ces montants, très considérables, n'ayant pas permis de générer de gains, n'ont pas contribué à atteindre les objectifs d'ordre économique des institutions financières. Au-delà des coûts économiques, l'implantation des systèmes informatiques a occasionné de grandes dépenses de temps et d'énergie. Les efforts consentis pour développer et programmer les systèmes ont été d'autant plus importants qu'il s'agissait de les rendre capables de détecter des types différents de transactions. La majorité des personnes interviewées ont relevé que la mise sur pied du système des déclarations a soulevé de nombreuses questions au sein des institutions tant au sujet des outils de déclaration, formulaires informatiques, etc., qu'au sujet de la nature des déclarations, de leur teneur. Pour une partie des personnes interviewées, les contacts pris avec le CANAFE pour tenter de trouver des réponses à leurs questions se sont avérés insatisfaisants. Difficulté à entrer en contact avec une personne susceptible d'apporter de l'aide, brièveté des contacts avec le personnel du CANAFE, temps d'attente relativement long pour obtenir des réponses précises aux questions posées, voire même absence de réponse à certaines questions. Après avoir implanté toutes les composantes du dispositif anti-blanchiment, les institutions financières ont rapidement été confrontées à la nécessité de réagir adéquatement aux changements, départs et déplacements, de personnel intervenant à l'interne, aux modifications de l'organigramme ou aux fusions. Il faut généralement, dans ces cas-là, donner une formation ou un complément de formation à tous ceux qui sont nouvellement impliqués dans la lutte contre le blanchiment. Ainsi, les institutions financières doivent parfois dispenser plusieurs formations analogues dans un court laps de temps. Plusieurs de leurs représentants déplorent donc que le CANAFE ne dispense pas de formation utile aux employés des institutions financières. Des représentants des institutions ont également déploré la fréquence des changements de procédure imposés par le CANAFE et leurs conséquences. Nouveaux outils, nouveaux investissements et ralentissement du travail d'intégration. 5. Résultats préliminaires obtenus par le système et degré de satisfaction. Selon les représentants des institutions financières, les résultats obtenus par elles en matière de traitement des opérations douteuses donnent lieu à un bilan positif. En effet, ils se disent globalement satisfaits de leur système, de leur processus d'analyse et du travail effectué par les employés pour détecter et traiter les opérations douteuses. Leur procédure serait adéquate et produirait les résultats escomptés. Il est ressorti des entrevues que les institutions financières ont développé de grandes aptitudes à repérer et à trouver, parmi les transactions de leurs clients, ce qu'ils appellent les anomalies, soit les transactions qui se démarquent du profil du client et des habitudes générales de la clientèle ou des pratiques courantes. C'est en effet en détectant des anomalies que les institutions financières sont à même d'identifier des opérations douteuses. Plusieurs représentants des institutions estiment qu'avec le dispositif mis en place dans leur institution, ils sont mieux à même de détecter et de prévenir d'autres crimes que le blanchiment comme la fraude. Ils considèrent en outre que dorénavant, ils connaissent mieux leur clientèle, notamment en raison du fait qu'ils sont plus à l'aise pour poser des questions à leurs clients et que ces derniers savent dorénavant que des vérifications sont nécessaires. Dans les institutions financières, les responsables de la détection du blanchiment croient en leur mission et en font même parfois du zèle. Dans certaines institutions, il arrive qu'après une première déclaration au CANAFE, un rapport subséquent soit envoyé pour lui faire part d'un complément d'information. Entre les corps de police et les institutions financières, de meilleures relations de confiance se seraient instaurées et l'information circulerait dans les deux sens. Des représentants d'institutions vont jusqu'à informer la police non pas seulement de déclarations faites au CANAFE, mais aussi de leurs intentions de fermer des comptes de clients. L'occasion est ainsi donnée à la police de faire, le cas échéant, une demande officielle pour obtenir que le compte demeure ouvert aux fins d'enquête ou pour appeler directement l'institution dans le but de recueillir de l'information supplémentaire. Une personne issue du système pénal a d'ailleurs admis que l'information susceptible d'être obtenue auprès des institutions financières est généralement beaucoup plus complète que celle que fournit le CANAFE. Il note qu'ainsi, paradoxalement,
Ce n'est pas le CANAFE en tant que tel qui leur facilite le travail, mais les institutions. À l'inverse, il arriverait que des institutions financières parviennent à obtenir des corps de police de l'information sur la réputation d'individus pour lesquels elles envisagent d'ouvrir ou de fermer un compte. Ce faisant, la police irait jusqu'à faire part de soupçons à propos de certaines personnes. Un représentant d'institutions financières, conscient de recevoir parfois de l'information sensible ou très... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.